dysfonction érectile et du diabète. Je peux? Oui, donc je vous donne directement la parole. D'accord. Allez-y, comme ça on perd Merci, Madame Ansari. Moi aussi, à mon tour, je remercie l'équipe organisatrice, M. Belkhadir, Madame Benabed, de m'avoir convié avec les laboratoires Lili pour qu'on parle d'un problème comme assez sérieux, comme complication du diabète, c'est la dysfonction érectile ou les problèmes sexuels chez les diabétiques. Donc en fait, c'est beaucoup moins, ça ne va pas être tellement théorique parce que ça a été présenté plusieurs fois. C'est beaucoup plus des cas cliniques, c'est des cas cliniques réels des services. Et j'aurais bien aimé qu'on les discute au fur et à mesure, si vous permettez, M. Belkhadir, et les modérateurs, parce que c'est des problèmes que nous vivons. Et je vous ai relaté les choses telles qu'elles sont. Donc on est là également pour critiquer, pour suggérer, pour proposer, si vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut éventuellement équilibrer, des choses qu'on peut régler concernant la prise en charge de diabétiques souffrant de la dysfonction érectile. Donc, je vais vous rappeler c'est quoi la dysfonction érectile. C'est une incapacité permanente ou récurrente d'obtenir pour obtenir une érection qui est assez suffisante pour avoir un rapport sexuel qui est satisfaisant. Mais je vais insister uniquement sur le délai ou la durée du trouble, au moins 3 mois. Parce qu'il y a des gens, des fois, vous voyez dans votre consultation, des gens qui viennent consulter après une panne. Ça, on ne peut pas les considérer comme étant un dysfonctionnement érectile. Donc, obligatoirement, il faut qu'il y ait quand même un problème qui est récurrent ou récidivant ou chronique, au moins de 3 mois. Quelques chiffres, ça fait un petit peu quand même peur. On a à peu près, bon, c'était calculé aux États-Unis, c'est à peu près 100 millions de rapports sexuels par jour dans le monde. Mais ça reste quand même très, très schématique. Et 70% de couples ont une sexualité même active, même au-delà de 70 ans. Donc, ce qui a la différence qu'on croyait que les grands-parents ils n'ont pas de sexualité, mais en fait, ils ont une sexualité. Et surtout, actuellement, on tient beaucoup plus à la sexualité parce que ça fait partie de la qualité de vie. Et j'insiste, c'est que 40% des patients qui sont asymptomatiques, qui ont une dysfonction érectile, ils cachent en sous-jacent un problème coronarien qui est assez sérieux, et surtout le diabétique. Alors, parmi les dysfonctions sexuelles masculines, on peut voir et les troubles de l'érection, troubles orgasmiques, les troubles de l'éjaculation, troubles du désir. Et bizarrement, chez le diabétique, on peut voir les 4. Donc, il ne faut pas qu'on s'attache uniquement aux troubles érectiles. En même temps, lorsque le maladie vient, parce que généralement, lorsqu'il consulte, il ne consulte pas pour un symptôme. Il consulte pour une plainte. Une plainte, c'est ça ce qu'on appelle en arabe shkwa. En principe, il vient pour une plainte. Donc, il n'a pas besoin d'un thérapeute uniquement, mais il a besoin de quelqu'un qui l'écoute. Et tout médecin, quelle que soit sa spécialité, dès qu'on donne de l'importance et on écoute le malade, on commence ce qu'on appelle la psychothérapie de soutien. C'est une psychothérapie de soutien. Donc en fait, le diabétique, il peut faire les 4 types de troubles. Et je vous rappelle, c'est que les diabétiques, des fois, ils viennent pour des problèmes éjaculatoires. On va parler de troubles érectiles, mais des problèmes éjaculatoires, ça c'est entre parenthèses. Des fois, ils n'ont pas d'éjaculation. Lorsque vous faites une échographie, vous trouvez les vésicules séminales qui sont turgescentes. C'est-à-dire que c'est un problème neurologique. C'est les vésicules séminales qui ne se contractent plus. Donc ça, c'est un problème dysautonomique chez le diabétique. Et on va parler un petit peu rapidement de la physiopathologie des problèmes sexuels chez le diabétique et en l'occurrence les dysfonctionnements érectiles. Si vous voyez parmi les causes ou les pathologies qui sont délétères sur la fonction érectile, vous voyez le diabète, ça saute aux yeux, il n'y a pas photo. C'est la première cause qui est responsable du dysfonctionnement érectile. Alors si vous voyez, par exemple, si je vais vous rappeler ce que nous voyons au service, comme cause de dysfonctionnement érectile, c'est le diabète. On a beaucoup plus de diabète, c'est la première maladie organique qui est responsable du dysfonctionnement érectile. On a presque peu, sinon 1 ou 2 malades par an de dysfonctionnement psychogène chez le jeune. Mais ce que nous voyons le plus, c'est le diabète. Puis après, nous avons les dysfonctionnements érectiles post-traumatiques. Et quelques cas de dysfonctionnement érectile qui sont secondaires, iatrogènes, secondaires à la chirurgie pelvienne. Donc en fait, si vous voyez parmi les étiologies disons, de la dysfonction érectile chez l'homme, vous voyez, c'est les maladies vasculaires avec le diabète. Et même le diabète, on peut le considérer comme étant une maladie vasculaire. Parce qu'en sous-jacent, vous avez un dysfonctionnement dit endothélial. Alors, l'autre problème que nous voyons en consultation, ça c'est avec la pratique qu'on apprend. C'est-à-dire le malade, lorsqu'il vient jamais, il vous dit, c'est rarement qu'il vous dit qu'il a un trouble érectile. Souvent, il vient pour autre chose.
Bon, autre chose, il essaie de plus ou moins de masquer. Mais qu'attendons-nous? Est-ce que c'est le médecin qui doit faire le premier pas ou est-ce que c'est le malade qui doit faire le premier pas? C'est ça la question. Et je vous pose la question, messieurs les modérateurs, que pensez-vous? Parce que c'est ça la première problématique, c'est qui doit aborder la question. Est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est le malade? C'est le malade. C'est dans toutes les... Alors, oui. Ça, Il faut qu'il soit sûr d'avoir le temps. S'il n'a pas le temps, il n'a pas abordé la question. Parce que ça ne se traite pas à la va-vite. Ouais. Alors, moi, ma réponse, c'est que c'est une question qui doit être abordée. Que ce soit par le médecin ou par le malade. L'essentiel, elle doit être abordée. Et puis, pour le temps, ça dépend de l'urgence et de l'impact, en fait, que ça provoque chez le malade. Ça peut être sa priorité, hein, et ça peut être son levier motivationnel pour l'équilibre métabolique. oui. Le médecin qui a posé la question. Et quand on pose la question au patient, est-ce que tu souhaites que ce soit le médecin qui t'interroge sur cela ou est-ce que c'est toi qui l'abordes? Les patients disent « je souhaite que le médecin m'interroge ». Effectivement. Voilà. Donc Oui. je rejoins tout à fait le point de vue de M. Diop. Madame Hessouni. Merci beaucoup. Je souhaiterais juste, je ne suis pas endocrinologue, mais rhumatologue, mais c'est une question évidemment qui est très importante aussi à tous les niveaux. Et je voudrais simplement rapporter notre expérience dans les rhumatismes inflammatoires chroniques et notamment la polyarthrite rhumatoïde. Lorsque nous avons décidé de commencer à nous intéresser aux problèmes de la sexualité de nos patients, nous avons été extrêmement surpris de la liberté avec laquelle nos patients nous parlaient de leur sexualité à partir du moment où nous avons commencé à en parler. Effectivement. Et nous avons pu publier de nombreux travaux dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, dans les lombalgies, dans la fibromyalgie. Et je crois que c'est un faux problème. Il faut juste aborder la question. Et ensuite, on est vraiment surpris. Et même de la qualité de la relation qui s'établit entre le médecin et son patient. Oui, effectivement. Dès qu'on aborde le sujet, le malade, généralement, il change le discours. Et en plus, il donne beaucoup plus d'importance aux troubles sexuels, alors qu'auparavant, il est venu pour autre chose. Oui. Moi, je voulais seulement vous dire que, dans mon expérience, il y a deux choses que les gens ne veulent pas aborder. Pardon une seconde. Oui, pardon. Si le diabétique est toujours bien équilibré, il y a des gens qui ont 30 ans de diabète et ils n'ont jamais eu de problème. Peut-être que parce qu'ils n'en parlent pas. Il faut pas. Même le diabétique équilibré, il risque de faire quand même des troubles érectiles. Je veux dire qu'il y a deux pathologies que le médecin doit toujours aborder parce que les patients, ils refusent toujours d'en parler. C'est les troubles sexuels et les dépressions. En général, si le médecin n'aborde pas ces deux sujets, je ne pense pas que le médecin... C'est rare que le patient en parle. Effectivement. Alors, ce que nous avons remarqué également dans le service, c'est que rarement c'est le médecin qui aborde le sujet. C'est beaucoup plus les malades. Et on a remarqué également chez nous que des fois, ce sont des femmes qui viennent consulter à la place de leur mari. Et même des femmes illettrées, des femmes de niveau socio-économique quand même qui est très bas. Et des fois, c'est la femme qui ramène le mari et c'est elle qui parle à la place du mari. Alors, en France, il y a une enquête qui a été faite, c'est-à-dire qui doit commencer, qui doit aborder le sujet. Est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est le malade? Et vous voyez que dans 82% des cas, c'est que, disons, le médecin, il veut parler du sujet érectile. Mais des fois, c'est 69% des cas, le médecin, disons, aborde, en principe, selon ce sujet, aborde mais difficilement le sujet. Alors, chez le diabétique, c'est la première étiologie, comme ce que je viens de vous dire, première étiologie organique dysfonction érectile. Alors,
On la voit chez nous, c'est beaucoup plus les diabètes de type 2, rarement les diabètes de type 1. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez dans votre pratique. Est-ce que vous la voyez de la même façon, de façon équilibrée, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2? Nous, on voit beaucoup plus les dysfonctions érectiles chez les diabètes de type 2. C'est un âge, oui. D'accord. Pardon? Oui. D'accord. Effectivement, oui. Alors, il y a quand même certains facteurs qui augmentent le risque de dysfonction érectile chez les diabétiques. C'est beaucoup plus le diabète lorsqu'il est mal équilibré. Certaines complications dégénératives, surtout la rétinopathie, qui à la limite, on peut la considérer comme étant une contre-indication presque absolue de la prescription des IP2,5, on va en parler. Après l'âge, plus on avance en l'âge, et également l'âge de l'ancienneté du diabète, plus on risque de faire quand même des complications plus ou moins, disons, graves, type dysfonctionnement érectile. Alors, sur le plan épidémiologique, il y a des fois c'est chez nous, lorsqu'ils viennent pour des troubles mictionnels, et sans qu'on parle de problèmes érectiles, on découvre qu'ils sont diabétiques parce qu'on est obligé de faire un bilan préopératoire. Et lorsqu'on avance dans l'anamnèse, on découvre quand même jusqu'à 10, voire même 15%, c'était inaugural. C'est-à-dire qu'il y a un problème érectile qui était inaugural du diagnostic de diabète. Alors, après, vous avez l'incidence du diabète, disons du dysfonctionnement érectile chez le diabétique. Il est majoré par le tabagisme, tous les facteurs de risque, disons, cardiovasculaires. Alors, sur le plan physiopathologique, pourquoi il y a quand même une incidence ou une prévalence très importante, aussi bien les deux chez le diabétique, dysfonction érectile? Parce que vous avez et la neuropathie autonome, la neuropathie sensitivo-motrice, la microangiopathie, ça, je vous apprends rien. Mais ce que je dois vous dire, c'est que chez les diabétiques, il y a quand même une baisse des taux de neuromédiateurs de type NO. Donc c'est le neuromédiateur principal au niveau des corps caverneux. Après, vous avez des altérations des fonctions et des structures des tissus caverneux. C'est pour cette raison, chaque fois qu'on a un malade qui vient pour une coudure de la verge, il a une maladie de la péronie, il a une sclérose au niveau de l'alvéoline des corps caverneux, la première question qu'on pose, est-ce que vous êtes diabétique ou non? Mais la plupart des cas, ce sont des malades diabétiques. Et ça explique ce mécanisme physiopathologique. Sans oublier l'hypogonadisme. Et j'insiste sur l'hypogonadisme et je vais vous montrer un cas. D'ailleurs, c'est un malade que je suivais. Dès que vous avez un diabétique qui souffre, qui parle de problèmes sexuels, s'il vous dit qu'il y a un problème de libido, il faut suspecter un hypogonadisme. Et d'ailleurs, dans votre bilan, obligatoirement, chez un diabétique qui souffre de dysfonctionnement sexuel avec un hypogonadisme, obligatoirement, il va falloir qu'on demande quand même un taux de testostérone total. Après, vous avez des facteurs psychologiques, ça c'est votre métier. Bon, si c'est une maladie chronique, il y a également l'angoisse de performance. Et souvent, c'est des malades qui évitent de parler avec la partenaire. Il y a également un évitement pour avoir des rapports sexuels. Alors, le premier cas clinique. Ça, c'est un homme de 48 ans qui est marié, 2 enfants, marié depuis 20 ans, tabagique chronique, toujours actif, qui est diabétique sous amarelle et insuline. Il a un poids 104 kg pour une hauteur de 176 cm, un périmètre abdominal 133 cm, une tension 17/9. Donc une EMC de 33,57. Vous voyez, parce que c'est un malade qu'on a opéré dans le service. Bon, je vais vous dire pourquoi. Alors, sur le plan sexuel, c'est un malade. D'ailleurs, ce malade, c'est le mien, parce que c'est moi qui lui avais posé ces questions. Il avait une diminution de désir depuis 1 an. Avec diminution des rapports sexuels, il a une fréquence d'1 rapport par mois. Également, il rapporte une diminution de la taille de la verge avec des rapports non satisfaisants et il a un sentiment d'évitement de sa partenaire, de sa femme. Mais ce qu'il souhaite, il souhaite quand même de retrouver une qualité de vie comme avant. Alors, ma première question, un cas pareil, quel bilan vous allez demander? Bon, le malade, il est hospitalisé chez nous. Il a été hospitalisé pour un problème cérébralien. Donc, c'est un malade qui est suivi en endocrino,
Mais lorsqu'on a repris donc l'anamnèse avec ce patient, on a retrouvé comme quoi il a beaucoup, vraiment ça l'impact, c'est le plan psychologique, son problème sexuel. Éventuellement, oui. Est-ce que la numération formule ici, de prime abord, comme étant un premier bilan? Non, ça n'a pas d'intérêt. Un bilan glycidique, oui. Un bilan lipidique, oui. Une testostérone d'emblée, oui. Est-ce que vous faites une testostérone totale, libre, biodisponible, laquelle? C'est la totale. D'accord. Un taux de PSA? Éventuellement. D'accord. Une prolactinémie d'emblée? D'emblée? Oui, pourquoi pas. Pardon? Poulet, d'accord. Ok. D'accord. Vous pouvez vous expliquer? Je disais prolactine poulet, ça veut dire à 10 minutes à 15 minutes d'intervalle, 3 prélèvements. Parce que si on a un seul prélèvement de prolactine, il ne peut pas refléter le taux plasmatique réel. Donc il faut plusieurs prélèvements en même temps. Et une question sur le cas. Parce Oui. qu'il est très difficile chez les personnes âgées, obèses, d'apprécier qu'il y a une diminution du volume de la verge. Oui, effectivement, Par parce qu'il est contre- obèse. Effectivement. Par contre, ce qu'on pourrait peut-être mieux apprécier à l'examen, c'est la consistance testiculaire Oui. et le volume testiculaire. Oui. Je pense que c'est ce qu'on apprécie, enfin, qu'on constate le plus souvent en début d'hypogonadisme. Peut-être insister. Oui, même secondaire. S'il y a une diminution, il y a un ramollissement, c'est-à-dire les testicules ne sont pas aussi fermes qu'ils étaient auparavant. Ça, elle le remarque. Oui, éventuellement, oui. Mais l'examen des organes génitaux, mis à part, c'est vrai, la verge qui est un petit peu ratatinée, mais les testicules, il n'y a pas de souci. C'est son mal. Pardon? Il a 48 ans, il n'est pas si âgé que ça. Oui. Oui. Pour la testostérone? Oui, vous avez parlé de testostérone C'est libre une question, totale. est-ce qu'on demande d'emblée la testostérone libre? Libre, c'est difficile, extrêmement difficile. La biodisponible, oui, mais ce n'est pas tous les laboratoires qui la font. Mais La pour meilleure. demander la biodisponible, on va en parler, pour demander la biodisponible, il faut qu'on ait un taux le plus bas de testostérone total. À ce moment-là, on est presque, bien sûr, on peut, mais en principe, la testostérone totale, ça peut suffire. Oui. Mhm. Oui. Nous avons l'habitude d'hospitaliser, vous le savez, les hyperprolactinémies masculines, c'est les gros choux-fleurs chez les hommes. Et donc, dans à peu près un tiers des cas, la testo peut être à la limite normale, dans des limites basses normales, mais la prolactine est très élevée. Éventuellement. Donc attendre d'avoir une testo effondrée pour demander Oui. une prolactine Parce que c'est pas judicieux risque de demander ça passer à en- côté En d'hyperprolactinémie. second lieu, c'est-à-dire on demande la testostérone, tumorale. on demande la testostérone, le bilan lipidique, la glycémie, bon, le bilan glycidique, puis après on verra. Si on a une testostérone normale, est-ce qu'on va demander la prolactine? Oui, là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dans un tiers des cas, la testo peut être dans les limites normales, dans un cas nosologique d'hyperprolactinémie tumorale. Mais éventuellement, ça peut se discuter. S'il vous plaît, Oui. vous ne nous dites pas quel est son problème surrénalien. Je vais vous dire, je vais vous le dire. Oui, je pense que c'est important pour la Oui. suite. D'accord. Parce que ça, c'est un malade qui était suivi en endocrino, transféré au service et pour qu'on lui fasse une ablation de surrénal par Célio. Bon, après, on avait découvert tous ces problèmes, oui. Alors voilà les résultats de son bilan. Une glycémie à jeun de 0,81, sachant qu'il était sous insuline et sous amarel. Et une hémoglobine glyquée de 8,1 et un cholestérol total de 2,6. Pardon. Oui. D'accord. Pas de souci. Oui. Alors, on peut. LDL, donc 1,75. Un taux de HDL. Oui. D'accord. D'accord. Donc 0,30 avec un taux de triglycérides de 1,80 et une créatinine 8. Une testostérone totale de 1,8. Donc,
Quel est votre diagnostic? Donc on est devant un syndrome métabolique. Oui, un syndrome métabolique, un déficit en testostérone, donc il est évident. Est-ce qu'on peut parler d'hypogonadisme? Oui. Les normes, c'est entre 2 et 8. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'hypogonadisme? Oui. Extrêmement attention. Lorsque vous avez les patients qui ont une dysfonction érectile et donc qui ont pas très fréquemment des rapports sexuels, ont des niveaux de testostérone sans que ce soit un hypogonadisme plus bas que ceux qui ont une activité sexuelle régulière. Très bien. On n'a pas vu la prolactine. Il était combien la prolactine? Non, on ne l'avait pas demandé. Moi, je vous ai dit, ce sont des cas réels. Je vous relate ce qu'il y a. Et on peut discuter, je vous l'ai dit au début, on peut critiquer, on peut suggérer. Il y a aucun oui, mais souci. la testostérone limite inférieure de la normale, Oui. ça ne veut pas dire qu'il y a un hypogonadisme. Oui. Dans l'American Society Guidelines qui est sorti là-dessus, ils disent qu'il faut se méfier de tout ce qui est limite inférieure de la normale testostérone pour poser un diagnostic d'hypogonadisme. Il faut plus d'éléments cliniques et surtout un dosage de VSH, prolactine, pour savoir où on en est exactement. D'accord. Ok.